Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nico vous parle. Aujourd'hui on va parler de l'augmentation des prix des billets d'avion à destination et au départ des départements d'outre-mer. Parce que maintenant c'est pas seulement un rein qu'il faudra vendre, mais s'inscrire sur OnlyFans pour pouvoir se rendre au pays tellement les billets sont chers. C'est devenu incroyable. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite présentation des chiffres et de la situation, que vous puissiez bien comprendre où on en est. Alors il faut savoir qu'en septembre 2022, au départ de l'outre-mer, donc ça comprend la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, l'augmentation des prix des billets d'avion atteignait 32%. La Réunion affichait la plus forte hausse à 42%, suivi de la Guadeloupe à 35% et la Martinique à 32%. Au départ de l'Hexagone, toutes destinations confondues, l'augmentation moyenne des prix était de 20%. En novembre 2022, donc 2 mois plus tard, la Guadeloupe se situe dans le top 10 des destinations où la hausse des billets est la plus spectaculaire. Pour un Paris Pointe-à-Pitre, il faut compter 826 €, soit plus de 40% d'augmentation par rapport à novembre 2019. La Nouvelle-Calédonie, franchement, eux, ils pètent les scores. Ils sont sur une hausse de 62%. Il faut compter minimum 2300 € pour rejoindre Nouméa. Alors, bien entendu, donc là, c'était pour vous donner un ordre d'idée sur les chiffres d'il y a maintenant 6 à 8 mois. Maintenant, voilà, ça a beaucoup plus augmenté parce qu'on est autour des... On est à minima à 1000 €, 1100 € pour un Paris Fort-de-France ou un Paris Pointe-à-Pitre pour l'été prochain. Donc ça a encore davantage augmenté. Alors on pourrait se demander quelles sont les causes en fait de cette augmentation. Pourquoi les billets sont aussi chers ? Il y a différentes causes et je vais vous les lister. Donc vous avez tout d'abord une augmentation de la demande pour nos destinations. Suite au Covid, il y a une forte demande pour les destinations dites ensoleillées et exotiques, comme les Antilles et la Réunion, donc qui explique en partie l'augmentation des prix. Vous avez également les coûts de fonctionnement des compagnies aériennes qui ont augmenté, puisque, encore suite au Covid, elles ont dû mettre en place des protocoles sanitaires stricts, former leur personnel et désinfecter les avions. Là maintenant, vous aurez Donc là, c'était les causes vraiment spécifiques au Covid. Maintenant, en fait, sur nos destinations, il ne faut pas oublier qu'on souffre en fait d'une concurrence limitée. Sur les Antilles et la Guyane, il n'y a que 3 compagnies qui desservent nos territoires. Vous avez Air Caraïbes, Air France et Corsair. Pour la Réunion, vous avez Air Caraïbes, Air France, Air Mauritius, French Bee et Air Austral. Donc ils ont un peu plus de compagnies, mais les billets restent quand même chers. Un autre élément, qui explique aussi l'augmentation des prix, c'est l'envolée en fait du cours du pétrole. Ce qu'il faut savoir, c'est que en août 2020, on était à un prix du baril qui était à 110 € et il est passé en août 2022 à 204 €. Donc on a un x2 en fait en termes de coût. Donc forcément, si le kérosène coûte plus cher, pour les compagnies, elles doivent augmenter les prix. Également, un autre élément dont on n'a pas forcément conscience, mais vous avez eu un effondrement en fait de l'euro face au dollar, en sachant que par exemple une compagnie comme Air Caraïbes qui paye 75% de ses dépenses en dollars, ça devient plus compliqué pour elle puisque c'est moins avantageux en termes de taux de change. Vous avez une autre décision aussi, je pense, qui est passée inaperçue. Mais le 8 juin 2022, en fait, la SARA et les autorités françaises, donc la SARA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles. La SARA, en fait, a en charge la transformation des hydrocarbures qui arrivent sur l'île, qui sont livrés par bateau, quoi. Et donc, en fait, ils modifient ils transforment l'hydrocarbure pour après le redistribuer dans l'île. Et donc, en fait, la SARA, avec les autorités françaises, ils ont décidé une augmentation du prix du kérosène de 15% dans l'ensemble des départements français des Antilles. Donc forcément, ajouté à cela, ça fait encore une hausse des coûts pour les compagnies aériennes qui ont dû les répercuter derrière sur les prix des billets d'avion. Alors, une chose que je voudrais quand même rappeler dans cet épisode, c'est qu'effectivement, nous en tant que consommateurs, les prix des billets d'avion, ils nous impactent forcément parce que en termes de budget, on s'en sort plus. Quand tu as un billet à 1200, 1300 € pour un aller-retour Paris Fort-de-France sur la période de juillet-août, quand tu es tout seul, et encore ça dépend de tes moyens, tu peux le faire, mais ça va te saigner. Imagine, tu as une famille, vous êtes 2 parents, 2-3 enfants, on monte sur un budget à presque 5000, 6000 € pour partir en voyage, alors qu'il n'y a même pas encore l'hôtel, tous les autres frais qu'il y a quand on part en voyage. Donc ça a fait une énorme dépense que peu de gens peuvent se permettre. Mais si on se place du point de vue des compagnies, malheureusement, ça reste des entreprises privées qui sont là pour faire du profit et qui sont là pour être rentables économiquement. Et malheureusement, du coup, avec le Covid, forcément, pendant presque 1 an et demi, 2 ans, les compagnies ont été à l'arrêt. Au minima, ont eu leur activité drastiquement baissée, voire à l'arrêt. Pour rappel, Air France a perdu 10 milliards d'euros entre 2020 et 2021 et Air Caraïbes, eux, ils visent le retour à l'équilibre en 2023. Donc les compagnies aériennes ont quand même une situation économique difficile, même si en 2022, Air France, ils ont fait 728 millions d'euros
net de bénéfices. Donc ils sont en phase d'amélioration, mais c'est pas encore ça. Donc pour eux, il y a la nécessité d'être rentable. D'un côté, je peux comprendre qu'ils répercutent les coûts actuellement qu'ils subissent, notamment à cause du contexte en Ukraine, la baisse du taux de change entre le dollar et l'euro. Ça peut se comprendre. Sauf que en préparant cet épisode, en fait, je suis tombé sur un article qui date du 21 mars, qui dit que en fait, l'autorité de la concurrence française accuse, sans les nommer, 3 compagnies aériennes de s'entendre pour faire monter les prix des billets d'avion sur le réseau régional dans les Antilles. Alors là, je parle pas des liaisons entre Paris, les Antilles, Guyane ou la Réunion, etc. On parle vraiment du réseau aérien interîle, donc dans la Caraïbe, donc notamment entre la Guadeloupe, la Martinique et l'île de Saint-Martin. Et en fait, apparemment, cette entente entre 3 compagnies que l'autorité de la concurrence ne veut pas nommer, elle se serait entendue pour s'accorder sur une hausse des tarifs, une baisse de l'offre et de sa répartition, et aussi d'avoir mis en place un pacte de non-agression. Donc en gros, elles se font plus concurrence, quoi. Et la troisième aurait servi d'intermédiaire entre les deux. Alors, on n'est pas sur le même réseau, on est sur le réseau interîle dans la Caraïbe, mais franchement, ça tombe mal. En termes de timing, on pourrait pas mieux faire. Franchement, c'est comment ne pas semer le doute dans l'esprit de tous, sachant que voilà, en fait, on n'en sait rien de comment les compagnies aériennes mettent en place leurs tarifs. On sait pas. Il n'y a pas de transparence sur l'or. On sait très bien que voilà, en juillet-août, pendant les grandes vacances à Noël, les prix seront plus élevés parce qu'il y a plus de demandes et du coup elles en profitent et que forcément en basse saison, hors période scolaire, hors période de vacances scolaires, elles pratiquent des prix plus bas pour quand même maintenir une activité. Mais à part ça, on n'a aucune visibilité sur comment sont faits les prix des billets d'avion. Donc ça c'est un problème et voilà, et en fait dans un contexte où on a une hausse généralisée des prix, un article comme ça fait tâche quoi. Donc voilà, donc je ne dis pas que les compagnies Air France, Air Caraïbes ou Corsair en ce moment se sont entendus sur les prix entre Paris et les DOM, mais ça met le doute. Enfin bon, voilà. Et du coup, en fait, dans ce contexte d'augmentation importante des prix des billets d'avion, on pourrait se demander, mais quelle solution on a, à part subir la situation? Est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs, des mécanismes qui permettraient d'alléger ça et de contrer, en fait, cette hausse des prix? Est-ce que l'État a mis en place des dispositifs pour pallier à cela? Et en fait, oui. Alors, il faut savoir que depuis 2002, vous avez un dispositif qui s'appelle l'aide à la continuité territoriale, qui est une aide financière pour le billet d'avion. Donc à savoir que c'est une aide qui est soumise à plusieurs conditions, donc notamment à des conditions de ressources. Donc il ne faut pas dépasser 11 991 € en termes de ressources à l'année. Et cette aide est accessible tous les 3 ans. Et donc tous les 3 ans, pour les Antilles, vous disposez d'un montant de 270 € d'aide sur le prix du billet d'avion et de 846 € sur Wallis et Futuna. Alors, on va en parler de ce dispositif et moi je vais vous donner mon avis. Clairement pour moi il est complètement inutile et aberrant. Déjà il y a plusieurs problèmes. Déjà la condition de ressources, 11 991 €. On est sérieux là? Enfin, ok, je comprends qu'il faille aider les plus bas revenus, mais là c'est indécent. Enfin, 11 000, ça fait moins de 1 000 € à l'année. Enfin, moins de 1 000 € par mois, pardon. Je veux dire, déjà, alors, pour donner des chiffres, le PIB par habitant en Martinique, il a 24 700 €, 23 200 € en Guadeloupe et 22 200 € à La Réunion. En Guyane, on tombe à 15 100 €. Donc ça veut dire qu'en moyenne, les Guyanais, les Réunionnais, les Guadeloupéens et les Martiniquais gagnent plus que ça. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont en difficulté, mais est-ce qu'on veut vraiment rendre accessible cette aide? Enfin, je veux dire, au SMIC, on gagne beaucoup plus que 11 991 € par an. Donc cette aide à la continuité territoriale, pour moi, elle est juste insuffisante. Et la façon dont elle a été mise en place est complètement aberrant. On a un plafond de ressources qui est clairement trop bas, parce que 11 991 €, quand on a un PIB en Martinique qui a 24 700, 23 200 en Guadeloupe et 22 200 à La Réunion, en fait ça empêche l'accès à cette aide à pas mal de personnes. Et c'est pas parce qu'elles gagnent mieux leur vie que au vu des prix des billets d'avion actuellement, ce serait pas... Je veux dire, même pour quelqu'un qui gagne un salaire, allez, on va dire à 1008 par mois, lâcher 1200 € par mois pour un billet d'avion, c'est compliqué. Alors soit tu pioches dans ton épargne, soit tu te restreins et tu t'économises pendant 5-6 mois pour mettre de côté pour acheter ton billet d'avion, mais ça reste quand même une dépense importante. Également, le montant, c'est un montant fixe qui s'adapte pas à l'évolution des prix des billets d'avion. Avant, quand on pouvait avoir un billet à 600-700 € aller-retour, ok, 270 € c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est correct, ça permet d'alléger le prix du billet. Et quand on a un billet à 1200, 1300 € aller-retour, on doit quand même lâcher 1000 € pour rentrer chez nous, c'est aberrant. Et en termes de fréquence, tous les 3 ans, mais en fait, je veux dire, quand on rentre dans les autres mers, on rentre pas seulement pour le soleil et la plage, on rentre pas seulement pour bronzer, on rentre chez nous. On rentre chez nous pour revoir notre famille, notre père, notre mère, nos sœurs, nos frères, nos cousins, toute la famille, voir les petits qui ont grandi, qui
qu'on voit qu'une fois par an parce que sinon c'est en visio et voilà. Donc tous les 3 ans aussi, ça c'est nul, c'est pas assez. Et en fait, face à ce dispositif qui était clairement insuffisant, on a le Conseil régional de la Réunion qui a mis en place en 2015 un dispositif régional spécifique distinct de celui de l'État, qui était beaucoup plus avantageux financièrement et dont les Réunionnais pouvaient bénéficier plus régulièrement. Donc alors j'ai pas pu trouver les éléments exacts en termes de chiffres, mais en tout cas sur les recherches que j'ai eues, c'était clairement avantageux, puisqu'en fait, ce qui se passait, c'est que les Réunionnais utilisaient très peu l'aide à la continuité territoriale, mais passaient plutôt par les dispositifs de leur propre région, puisqu'en fait en 2020, il y a eu seulement 46 habitants de la Réunion qui ont bénéficié de l'ACT, contre 900 000 en fait, à La Réunion, il y a près de 900 000 habitants et il y a seulement 46 habitants qui ont utilisé l'ACT. Donc voilà, ils allaient plutôt voir leur région qui les aidait gracieusement. Mais malheureusement, en fait, ce dispositif, il a été suspendu puis arrêté en décembre 2022, car il a été jugé illégal. Et oui, le Conseil d'État a déclaré que la région Réunion outrepassait ses prérogatives en mettant de façon autonome une telle aide, et que c'était pas son rôle mais celui de l'État. Alors là, franchement, moi je vous dis, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ils sont sérieux? Ça soulève plusieurs problèmes. Déjà que la France est un État beaucoup trop centralisé, qui laisse pas assez d'autonomie et de leadership à ses régions pour résoudre leurs propres problématiques. Mais ce que je veux dire, si la région Réunion a décidé de mettre ça en place, c'est qu'elle connaît bien les soucis, les problématiques de ses ressortissants, qui ont des familles en hexagone, qui ont les parents qui ont les étudiants qui sont en hexagone. Enfin, il y a un besoin de liaison aérienne beaucoup plus fréquente entre les deux territoires, parce que quand tu as tes parents qui sont sur l'île et toi t'es à Bordeaux, à Paris, tu as besoin de les voir, quoi. Enfin, tu vas pas les voir tous les 3-4 ans parce que c'est le temps que t'as fallu pour économiser pour un billet. Et en fait, ça soulève aussi le fait que en fait, on a un État défaillant, et que quand on a un État qui est défaillant, forcément ça pousse certaines régions à mettre en place leur propre dispositif, et ça devrait être salué en fait, et pas jugé irresponsable ou illégal. Enfin, cette espèce de rigidité dans la façon de penser, et de pas être beaucoup plus fluide, et ne pas être beaucoup plus permettre en fait une personnalisation vraiment de l'agenda politique, et d'adaptation aussi aux problématiques de chaque territoire. Mais bon, enfin bref. Après ça voudrait dire remettre en cause tout un système, et en France, ils veulent tout diriger de Paris et c'est tout, quoi. Ils s'en fichent de chaque territoire. La France est une indivisible et ça bouge pas, quoi. Donc moi, je trouve clairement que ce dispositif d'aide à la continuité territoriale, il est clairement insuffisant, et vous allez le comprendre encore plus par la suite. Là, quand on voit la situation actuelle, on pourrait se demander quelle solution on a en fait, puisque le dispositif de l'État est clairement insuffisant, on a une hausse des prix qui est complètement incontrôlée. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour réguler ça? On pourrait se demander, potentiellement on pourrait appliquer le modèle des compagnies low cost, comme EasyJet ou Ryanair à nos destinations. Sauf qu'en fait, puisqu'on voit très bien, si on veut aller faire un Paris-Lisbonne ou un Paris-Rome, si on s'y prend bien, on peut en avoir pour 30 € le billet d'avion aller-retour. Mais sauf qu'en fait, le modèle économique des low cost, il ne marche que sur des distances courtes, parce qu'en fait, compagnies low cost, elles utilisent leur avion en moyenne 15 heures d'affilée dans une journée contre 8 heures pour nous. Ce qui fait que, en fait, dans une journée, vous allez avoir, on va dire, 5 rotations entre Paris et Lisbonne, alors que nous, pendant ce temps, l'avion, il a fait qu'une desserte entre Paris et Fort-de-France, par exemple. Et c'est tout, quoi. Il peut pas repartir tout de suite, puisque le temps, avec le décalage horaire, on va pas faire atterrir des avions à 2 heures du matin pour le faire repartir à 3 heures du matin. Bref, en tout cas, c'est un modèle qui économiquement n'est pas viable sur nos destinations à cause de la distance. Rapidement, un autre élément qui montre que le système low cost sur les autres mers, malheureusement, il ne tient pas, ou il n'est pas possible, c'est qu'en fait, il y a des compagnies qui ont essayé. Il y a XL Airways qui a desservi pendant quelques temps les Antilles et la Réunion, mais du coup, en fait, ils ont fermé. Donc, je pense qu'il y a eu un problème de modèle économique. Et aussi la compagnie Level, qui, elle, existe toujours, mais ne dessert plus les Antilles. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est un problème d'entrée sur le marché, de rentabilité, de modèle de destination long courrier qui fait que c'est difficile de maintenir des prix aussi bas sur nos destinations. Voilà, puisque en gros, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que du coup, dans le modèle low cost que pratiquaient Level et XL Airways, par exemple, il y a plein de services que vous n'aviez pas sur les autres compagnies, que sont Air France, Air Caraïbes et Corsair. Vous avez des services qui manquent. Par exemple, on n'avait pas d'écran dans les sièges. Sur XL Airways, ils fournissaient un repas, mais sur Level c'était payant. Voilà, vous avez les bagages en soute qui sont en supplément. Enfin, voilà, un peu comme si vous avez déjà pris EasyJet ou Ryanair, c'est le même principe. Tout ce que vous voulez consommer à bord, c'est payant. On pourrait aussi potentiellement s'inspirer de nos voisins européens, puisque l'État espagnol, il finance en fait les billets de ferry
pour les personnes qui habitent dans les îles Canaries. Et donc en fait, ils disposent, quand vous êtes résident aux Canaries, vous disposez de 75% de réduction sur le prix du billet. Un billet qui coûterait 110 euros, il passe à 27,50 €, ce qui est très intéressant. Donc voilà, et ça permet d'assurer les liaisons quotidiennes et régulières entre le continent espagnol et les îles des Canaries. On pourrait également implanter davantage de concurrence en termes de compagnies aériennes afin d'obliger les acteurs à baisser leurs prix. Mais une solution qui pour moi paraît la plus viable en fait, ce serait de s'inspirer du modèle corse. Si on compare le modèle de continuité territoriale du modèle corse et du nôtre, ça n'a franchement rien à voir. Déjà eux, ils n'ont pas de montant fixe mais c'est des tarifs référentiels. Il n'y a aucune condition de ressources et la fréquence de l'offre c'est toute l'année. Donc ça veut dire qu'ils peuvent prendre un billet d'avion comme ça s'ils veulent partir un week-end sur Paris et ils auront des tarifs référentiels et ils n'ont pas besoin de donner leur avis d'imposition ou je ne sais quoi ou leur fiche de paie pour savoir s'ils gagnent trop ou pas assez. Dès que t'es corse, t'as droit à une aide immédiate pour rejoindre l'Hexagone. Concrètement, en gros, la collectivité de Corse, elle demande aux compagnies aériennes d'assurer des vols toute l'année en leur imposant des tarifs référentiels pour les résidents corses, des horaires et un certain nombre de rotations par jour ou par semaine. Donc c'est quand même super avantageux, enfin c'est un super système. Alors, j'ai fait quelques recherches notamment sur le modèle corse en termes de chiffres pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce que ça représente. Sur le tarif résident corse, donc qui est un tarif qui bénéficie, comme il le dit, aux personnes qui vivent en Corse. Jusqu'en 2020, il était accessible à toutes les personnes corses qui pourraient présenter une pièce d'identité avec une adresse dans l'île. Mais depuis 2020, du coup, alors les conditions d'accès à ce tarif résident ont changé, puisque maintenant il faut présenter un avis d'imposition sur le revenu avec une adresse fiscale en Corse, au paiement, à l'enregistrement ou à l'embarquement du vol. Du coup, la conséquence, c'est que ça empêche en fait les Corses de la diaspora qui sont allés travailler en hexagone ou à l'étranger de bénéficier de ces tarifs. Et justement, les tarifs sont plutôt très attractifs même, puisqu'en fait, maintenant les Corses bénéficient, pour un aller-retour entre la Corse et Paris, ça coûte 199 €, là où avant c'était 260 € le tarif résident. Pour un aller-retour entre la Corse et Marseille, ça coûte 100,91 € contre 160 € avant. Entre la Corse et Nice, ça coûte 99,34 €. Donc c'est des tarifs super avantageux, sachant que, alors j'ai fait un petit comparatif pour vous donner une petite idée. Entre le 1er juillet et le 22 juillet 2023, sur Air France, on est à 329,52 € le vol au départ de Paris direction Ajaccio. Et sur Air Corsica, on est à 301,54 €. Donc lorsque vous avez un tarif résident qui est à 199 € l'aller-retour, ça vous fait une baisse d'un peu plus de 30%, donc ce qui est intéressant. Sachant que donc là en juillet, les vols sont pas trop chers, mais ça peut monter beaucoup plus, puisque par exemple en août, entre le 4 et le 25 août, donc pour 3 semaines de vacances, sur Air Corsica, ça monte à 462,88 €. Donc là, en gros, vous avez une baisse de plus de 50% du billet d'avion si vous êtes résident corse et que vous pouvez du coup prouver que vous avez une résidence fiscale en Corse. Donc on est quand même sur un système qui est super avantageux. Sachant que, alors Gilles Simeoni, qui est le président du conseil exécutif de Corse depuis 2015, a dit que, en gros, en période de forte affluence, les billets peuvent monter à 500, 600 ou 700 €. Donc avoir un tarif à 199 € TTC, c'est du pain béni, quoi. Donc voilà, donc j'espère que ces chiffres vous ont permis de mieux comprendre les avantages du système corse, même si maintenant ils l'ont réduit, puisque les Corses de la diaspora n'y ont plus accès. Et d'ailleurs ils s'en plaignent, puisque du coup ça crée des différences entre les Corses, et même ce qui se passe, c'est que en fait beaucoup de Corses beaucoup de Corses vont sur le continent ou à l'étranger pour travailler, et du coup ça fait des différences entre ceux qui habitent sur place et ceux qui ont dû quitter l'île pour d'autres raisons, mais qui restent quand même attachés. Et en fait, on se rend compte que entre les Corses et les ultramarins, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire que vous avez une grande diaspora en fait qui vit en dehors de l'île, qui souhaite y retourner pour revoir la famille, renouer avec sa terre, mais du fait de tarifs élevés, ça devient compliqué, quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, et je vous retrouve dans l'épisode. Et en fait, le modèle corse n'est pas seulement avantageux par rapport à ses caractéristiques, mais en termes d'enveloppe également. On a un gros déséquilibre entre les deux systèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Outre-mer, donc pour 2,8 millions d'habitants, vous avez une enveloppe de 45 millions d'euros par an, contre 187 millions d'euros par an pour 340 000 Corses. Donc en gros, si vous rapportez les chiffres en moyenne, ça fait une dépense de 16 € par an et par ultramarin à l'année pour l'État, contre plus de 250 € par an pour les Corses. Donc les calculs sont pas du tout les mêmes. Et pour rappel, nous c'est tous les 3 ans cette aide, il y a des conditions de ressources,
et le montant est fixe. Alors que là, c'est des tarifs référentiels, donc c'est-à-dire que je pense que les tarifs s'ajustent en fonction des prix des billets. C'est toute l'année, il n'y a pas de condition de ressources. Donc c'est vraiment royal. Alors effectivement, je ne dis pas qu'il faut forcément copier exactement le modèle corse, parce qu'il y a des spécificités à la Corse qui sont différentes par rapport à nous, notamment la distance forcément. La Corse est beaucoup plus proche de l'Hexagone que les Outre-mer. Le territoire le plus proche, c'est les Antilles, on est à plus de 8000 km. Vous avez Saint-Pierre-et-Miquelon aussi qui est près du Canada. Sachant que, alors il faut savoir que le modèle corse et les modèles pour l'outre-mer ne recouvrent pas les mêmes aspects. Le modèle corse, lui, finance la desserte aérienne et maritime des habitants et le fret des marchandises. Alors que nous, le modèle d'aide à la continuité territoriale pour les outre-mer, il finance beaucoup plus de choses. Ça finance l'aide à la continuité funéraire pour rapatrier un corps en cas de décès, l'aide à la continuité territoriale, les passeports mobilité pour les étudiants ou ceux qui veulent effectuer des formations professionnelles en hexagone, ceux également, le passeport mobilité pour un stage professionnel, pour financer le billet d'avion entre les outre-mer et l'hexagone, la desserte maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon et la desserte aérienne de Wallis et Futuna. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux de financement, on n'est pas du tout sur la même enveloppe. Alors c'est marrant parce que pour le modèle outre-mer, on a un modèle qui a beaucoup plus d'éléments qui sont financés, mais une enveloppe carrément moins élevée, pour une population qui est immensément plus importante. Pour rappel, on a 340 000 Corses qui bénéficient de 187 millions d'euros et 2,8 millions d'ultramarins qui bénéficient de seulement 45 millions d'euros. Donc les calculs sont vraiment pas bons. Si l'État devait calquer sa dotation sur les outre-mer en fonction de leur population, il devrait verser 1,5 milliard d'euros par an pour financer une continuité territoriale digne de ce nom. Et donc en fait, quand on voit tout ça, on se dit que l'État clairement ne remplit pas son rôle. L'État ne remplit pas clairement son rôle. Et vous voyez, d'un côté, ça, quelque part, ça m'énerve aussi d'avoir cette position où je suis là, ouais, c'est à l'État de financer et tout, parce que j'estime que des fois j'en ai un peu marre qu'on soit dans cette position chez nous. C'est en mode oui, c'est à l'État de financer, c'est à l'État de faire tout. Mais là, en fait, concrètement, on est sur des enjeux qui dépassent l'individu, dans le sens où si nous sommes considérés comme des États français qui appartiennent à la République, machin, etc., en fait, traitez-nous comme tels et donnez-nous les mêmes chances et les mêmes opportunités que tout citoyen qui habite sur le territoire hexagonal. Déjà qu'on, entre guillemets, on souffre d'un éloignement géographique avec l'Hexagone. Il y a une différence de décalage horaire, etc. Quand nous, on doit s'adapter à un nouveau mode de vie quand on arrive en Hexagone et tout. Si en plus, quand on veut rentrer chez nous, ça devient difficile, ça va pas le faire en fait. Dans le sens où, concrètement, je veux dire, un Bordelais qui vit à Paris, qui veut rentrer à Bordeaux, il prend son billet de train, il paye 80-100 euros et il est chez lui, tu vois. Alors effectivement, c'est pas les mêmes distances, c'est pas les mêmes coûts, etc. Mais en tant que citoyen français, si c'est ce qu'on est, on doit nous donner les mêmes possibilités, les mêmes chances de pouvoir rentrer chez nous, en fait. Pour moi, il est vraiment, quand on voit la situation actuelle, pour moi, il est urgent d'apporter des solutions immédiates et court terme pour réguler cette augmentation des prix et pour aider les originaires, les personnes originaires des Outre-mer à pouvoir rentrer chez eux. Parce que cette situation, en fait, elle a des véritables conséquences. Déjà, une conséquence concrète, c'est l'impossibilité de rentrer chez soi. Ça entraîne l'éloignement avec sa famille. Ça peut entraîner aussi une grande difficulté pour des populations comme les étudiants, les familles avec enfants, les ultramarins qui sont au SMIC, toutes les personnes qui sont dans des situations précaires ou qui doivent financer le billet de leurs enfants et tout. C'est compliqué, je veux dire. Quand on a un billet à 1100, 1200, 1300 euros, qu'on a une famille de 4, c'est juste impossible. C'est juste impossible. En fait, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une situation qui rappelle celle du Bumidum. Alors, pour rappel, le Bumidum, c'est un dispositif qui a été mis en place entre les années 60 et 80 pour encourager la migration des personnes originaires des Outre-mer vers l'Hexagone. Et en fait, ça a vidé les territoires de toute leur jeunesse. Et en gros, on promettait aux Martiniquais, aux Réunionnais, aux Guyanais, aux Guadeloupéens, peut-être pas en Guyane, je crois qu'il n'y avait pas en Guyane. Mais on leur promettait en fait de meilleurs postes, de meilleures opportunités professionnelles. Là où en fait dans les territoires il y avait une surpopulation, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait une surpopulation parce qu'il y a eu beaucoup de naissances et tout, et une extrême pauvreté parce qu'il y avait peu d'emplois. Donc du coup on leur promettait venez en France, ce sera tout bien, ce sera meilleur et tout. Et en fait quand ils arrivaient, déjà il y avait le choc de culture, choc de température. Il y avait aussi le problème, ils ont occupé que des postes précaires, tous les petits postes que les Français voulaient pas, eux ils les ont pris du coup. C'est pour ça qu'on trouve plein d'ultramarins, d'antillais
à la poste, dans les hôpitaux, etc. Ça vient de là. Et donc du coup, bref, pour faire court, ils avaient des bas salaires, donc forcément à l'époque, les billets d'avion étaient extrêmement chers. Donc il fallait qu'ils attendent 3-4 ans pour rentrer. Et c'est pour ça que les congés bonifiés ont été mis en place pour les fonctionnaires, où avant, tous les 3 ans, ils pouvaient rentrer pendant 2 mois, et maintenant c'est tous les 2 ans, et ils rentrent 1 mois. Donc en fait, on se retrouve dans cette même situation, en tout cas sur ces 6 à 8 mois, c'est qu'en fait, entre l'inflation, la guerre en Ukraine, etc., enfin tout sort d'Ukraine maintenant, enfin bref, entre l'inflation, entre l'inflation, les prix des billets d'avion qui augmentent, le coût de la vie qui augmente au quotidien, en fait, les gens ne s'en sortent plus, et on peut plus, et comment dire, ça devient très compliqué de pouvoir rentrer dans nos territoires. Et donc il y a Serge Letchimy qui s'est exprimé le 8 novembre 2022. Il a interpellé la première ministre Elisabeth Borne. Et il a dit que cette croissance des prix pénalise de manière disproportionnée la population martiniquaise. Il mentionne notamment les difficultés à quitter le territoire pour se former, un risque d'isolement et de rupture et des liens familiaux, ainsi qu'une rupture d'égalité avec le reste des citoyens français et une fracture de la continuité territoriale. Et ça c'est vrai. Enfin, je veux dire, en fait, comme je l'ai dit, on est sur une situation où, entre le Français qui habite à Lille ou à Marseille, lui peut rentrer chez lui quand il veut, et ici il vit à Paris. Mais moi qui suis en Île-de-France, qui veut rentrer en Martinique, là cet été, clairement ça va être chaud. Enfin, moi je pense que cette année, en vrai, je pourrais pas rentrer, parce que c'est trop cher. Peut-être début d'année prochaine à voir, mais ouais, cette année c'est sûr que je pense que c'est mort. Mais ouais, ça entraîne ça, c'est qu'en fait, t'es coincé en fait. T'es coincé en France ou ailleurs, à l'étranger, et tu peux pas rentrer chez toi parce que les billets d'avion sont trop chers. Je vous ai fait une simulation pour vous rendre compte un petit peu. Pour un départ de Paris vers Fort-de-France entre le 1er juillet et le 22 juillet, soit 3 semaines de vacances pour un adulte en classe éco. Air Caraïbes, on a 1073 €. Sur Corsair, 1144 € et Air France, 1251 €. Et donc en fait, cette situation, elle crée de véritables frustrations parce que si ça fait 1, 2, 3 ans, voire plus que t'es pas rentré chez toi, en fait, tu dis que cette année, c'est sûr que tu vas pas rentrer. En fait, il y a plusieurs solutions. Soit t'épargnes quelques mois avant pour dépenser, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que y a des choses que tu feras moins, peut-être que tu feras moins de sorties, moins de restaurants, tu regarderas 2 fois la dépense quand tu feras les courses et tout. Ou alors tu peux dans ton épargne, mais dans tous les cas, ça affecte ton budget et ça l'affecte gravement. Moi, la question que je me pose, c'est comment ils font les touristes. Parce que moi, quand j'entre en Martinique, je paye mon billet, c'est tout. Enfin, tu vois, quand je suis chez mes parents, j'ai pas d'hôtel à payer, j'ai pas de logement à payer parce que je suis chez mes parents, j'ai pas de courses à payer parce que je mange chez eux. Le seul coût que j'ai, c'est le billet d'avion et les activités que je fais quand je sors, par exemple aller au resto, en soirée, etc. Mais c'est tout. T'ajoutes à ça l'hôtel, la location de voiture, les courses. En plus, chez nous, avec la vie chère, tout est extrêmement cher. Moi, j'ai une petite anecdote d'ailleurs. J'ai un pote là, il part en juillet là pour les vacances cette année en Martinique et il a pris son billet en octobre 2022. Il a payé 840 €, mais tout ça sans bagages. Sinon c'était 100 € de plus pour avoir les bagages aller-retour. C'est juste indécent. Enfin, avant, quand tu prenais ton billet à 6 mois avant, tu pouvais l'avoir à 500, 600 € si tu te débrouillais bien. Mais là, 840 €, mais c'est fou. Enfin, 840 €, c'est la fourchette haute quand tu prends ton billet, allez, on va dire peut-être en mars-avril, quelque chose comme ça, tu vois. À l'époque, enfin, avant toute cette hausse, moi je me souviens, c'était en 2017 à peu près. Bon, ça fait déjà 6 ans. Mais je me souviens, on était en juillet et en fait je revenais de Malaisie, j'avais fait mon stage là-bas et en fait je devais chercher une alternance pour la rentrée de septembre. Donc en fait tout le mois de juillet j'ai cherché mon alternance, j'ai passé des interviews et tout ça, j'ai passé des entretiens et tout ça. Fin juillet j'ai trouvé et je m'étais dit que avant de reprendre sur Paris mon alternance, enfin avant de reprendre sur Paris, je vais partir en août en vacances à Martinique. Et donc du coup en gros j'ai vu que je cherchais, je passais mes entretiens, j'avais pas pris mon billet puisque je savais pas s'il fallait que je reste sur place quoi, en fonction des retours que j'avais. Et du coup, j'ai pris mon billet. Dès que j'ai eu mon retour positif pour l'alternance, j'ai pris mon billet d'avion et je l'ai pris, je crois, 1 semaine ou 10 jours avant de partir. Et là, je me souviens, j'avais payé un peu plus de 700 €. Et c'est parce que j'étais parti avec XL Airways, qui était la compagnie low cost à l'époque, qui maintenant n'existe plus. Mais voilà, je m'étais dit, à 1 semaine du départ, tu payes 700 €, c'est logique, tu vois. Enfin, t'attends pas à avoir des billets à 500 € alors que tu t'es pris au plus tard, tu vois. Donc ça, c'était ok. Mais là, on est à plus de 6 mois de son départ, et il paye 840 €. C'est hallucinant. Et en fait, ça... En fait, on a l'impression de subir cet éloignement. On a l'impression de subir cet éloignement, en fait, sans pouvoir s'en échapper. En fait, je sais pas si pour vous ça fait ça, mais moi, souvent, quand je sais que je vais rentrer cette année, ça permet de tenir, en fait. Ça permet de me dire, bon, ok, là, il fait froid, là, j'ai un peu le blues du pays, mais je sais que d'ici 3-4 mois, je vais rentrer, ça va me faire grave du bien, je vais me recharger les batteries.
je vais revoir la famille, je vais pouvoir revoir mes parents, aller à la plage, à la rivière. Franchement, prendre l'énergie de l'île, tu vois, et me ressourcer avec ça. Mais là, quand tu te dis pas ça, enfin, je me dis, il faut être fort mentalement parce que c'est juste rageant, en fait. C'est juste rageant. Moi, j'essaie de le prendre avec philosophie, de me dire, écoute, bon, voilà, ça va être une année difficile, l'année prochaine, ce sera mieux. Je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, et puis, on n'a pas à subir ça, en fait. Juste parce que on vient d'un territoire qui est loin de l'Hexagone et qui a pas d'autre solution pour payer les billets moins chers, quoi. Et ouais, comme je dis, c'est une véritable injustice qu'on subit par rapport aux autres Français, en fait. Ça me fait penser à une anecdote. Quand mes potes d'école qui étaient de l'Hexagone, ils rentraient dans leur ville natale, que ce soit Vannes, Rennes, Bordeaux, tout ça, des fois, il y en avait certains qui se plaignaient. Ils étaient en mode, ah, vas-y, la flemme et tout, faut que je vais revoir mes parents, tout ça, machin. Et moi, je disais rien, mais j'étais là dans ma tête, mais mec ou meuf, hein, tu sais même pas quelle chance que t'as, parce que, enfin, tu peux rentrer chez toi quand tu veux, tu vois. Enfin, souvent, ils partaient le jeudi soir, et ils revenaient le lundi matin, tu vois. Moi, pour rentrer chez moi, déjà, en général, c'est une fois par an, 2 fois par an si j'ai de la chance. C'est une fois par an et c'est toute une organisation, c'est-à-dire qu'il faut calculer, en fait, souvent si t'es en études, faut savoir, peut-être si t'as des stages à la rentrée, faut penser, est-ce que tu vas lâcher ou pas ton appart, si tu fais ton stage dans la ville où tu seras ou pas, faut revenir quelques semaines avant pour chercher un appart dans la nouvelle ville que tu seras, enfin... C'est toute une organisation en termes de temps, de façon logistique, de façon économique aussi. Voilà, faut aller à l'aéroport. Enfin, c'est un processus beaucoup plus lourd, quoi. Enfin voilà, après, j'ai pas envie de faire trop la victime non plus, mais c'est pas aussi facile que de prendre un blablacar à la gare de La Rochelle et partir et tout. Enfin, tu vois. Donc voilà, enfin voilà. Du coup, je me disais, mais tu sais même pas quelle chance que t'as et c'est fou que tu t'en rendes pas compte, c'est bon. Donc moi, cette situation, en fait, des prix des billets d'avion, je la trouve juste insupportable et révoltante. Parce que, en fait, elle met à mal les liens familiaux essentiels entre les ultramarins qui vivent en hexagone et à l'étranger et leurs proches. Je veux dire, en fait, c'est simple. Nous, quand on prend nos billets, on prend pas les billets pour bronzer, on prend pas les billets enfin, on prend pas seulement les billets pour aller c'est pas des vacances seulement qu'on prend, on n'est pas là pour être sur la plage, bronzer et tout. On va pour rejoindre nos familles, revoir nos parents, revoir nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos tantes, nos oncles. On va pour reconnecter avec notre terre. Donc c'est pas genre je vais à Ibiza ou à Phuket pour m'échapper de l'ambiance parisienne. Enfin on rentre chez nous, quoi. Ça peut être plus clair que ça, quoi. Donc moi je trouve que c'est une situation qui est extrêmement révoltante parce que ça met à mal des liens familiaux, c'est-à-dire que imaginons demain là quelqu'un perd un membre de sa famille dans les territoires, s'il a pas le budget, s'il a pas l'argent mis de côté, il peut pas rentrer pour l'enterrement. T'imagines si tu perds un de tes parents, quelqu'un de proche, et parce que le billet il est à 1500 €, tu peux pas y aller, tu vois. Ou alors c'est vrai qu'il faut que la famille cotise et tout, mais enfin, ça fait des frais en plus qui ne devraient pas être, en fait, en tout cas pas à ce niveau-là, Bien sûr, je veux pas que les billets soient gratuits pour nous, mais je veux dire, pour moi, un tarif raisonnable, c'est 500 €, tu vois. 500 €, c'est possible, tu vois. Ça reste un tarif compréhensible, tu vois. 400, 500 €, 600 €, ok. Mais au-dessus, ça devient plus compliqué. Donc c'est vraiment une situation qui met à mal ces liens familiaux, qui installe une vraie inégalité, dans le sens où ça impacte aussi potentiellement la poursuite d'une formation et d'études. Imagine, t'es un jeune bachelier, t'as pu avoir tes concours, ou t'as réussi à avoir une école en hexagone, mais tes parents, ils ont pas trop les moyens. Potentiellement, tu vas te dire, je vais rester en Martinique, ou je vais faire autrement, ou je vais changer d'orientation parce que je peux pas me permettre d'assumer déjà le coût du billet, le coût de la vie aussi, etc. Enfin, il y a des vraies conséquences derrière cette augmentation des prix des billets d'avion. Au-delà de ça, en fait, il s'agit vraiment d'avoir une politique pour assurer une cohésion nationale, en fait. Si nous sommes des territoires français, nous devons pouvoir rentrer dans un territoire sans difficulté. Une cohésion entre des citoyens qui sont dans des territoires éloignés du territoire qu'est la France hexagonale, et d'assurer cette cohésion nationale, parce que, je veux dire, au vu de l'histoire qu'il y a, au vu des scandales, par exemple le chlordécone, au vu de tout ce qu'on subit avec la situation de la vie chère, le fait aussi que les jeunes aient plus de difficultés à rentrer parce que potentiellement ils n'auront pas les mêmes opportunités professionnelles. La situation fait que on part en hexagone pour avoir plus d'opportunités en termes d'études, de formation, d'emploi, et c'est pas forcément un choix qui est voulu mais plutôt subi. On peut pas nous contraindre en plus, nous empêcher de rentrer chez nous parce que les prix des billets d'avion deviennent insurmontables. Donc pour conclure, si nous sommes des territoires français, nous devons pouvoir rentrer dans nos territoires sans difficulté. Voilà, je veux dire, je veux avoir la même facilité à pouvoir rentrer chez moi qu'un Bordelais à rentrer chez lui quand il prend son billet de train pour aller sur Bordeaux s'il habite à Paris ou je ne sais où.
Donc voilà, c'était un long épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que il vous a permis de mieux comprendre la situation, de pourquoi les billets sont si chers, pourquoi on a des dispositifs à revoir complètement, qu'il faut que l'État fasse sa part et que l'État, franchement, assure cette continuité territoriale, vraiment. Que égalité, fraternité, liberté soit pas juste un slogan à mettre sur les mairies, c'est tout, mais qu'il y ait une réelle volonté de faire en sorte que nous, citoyens ultramarins, ayons les mêmes droits que ceux qui sont sur l'Hexagone et qu'on prenne en compte nos spécificités. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, DomTalk Podcast. N'hésitez pas à noter, liker, commenter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.